Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un siècle, on se retrouve à non seulement plus respecter les enseignants, mais être capable de leur couper la tête? Qu'est-ce qui fait que la société a à ce point basculé pour devenir cette espèce de barbarie auquel on venait d'assister? Bonjour à tous, bienvenue sur Impact. Vous le savez, le média enraciné qui donne la parole à des personnalités qui ont une influence dans l'opinion publique. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir donc Stéphane Simon. Stéphane Simon, vous le verrez au cours de cet entretien, il nous parle de son parcours, d'abord comme journaliste, puis comme créateur de contenu via différentes revues et médias numériques. On parle notamment de Front Populaire, de Néo, de Factuel aussi, qui a été une source d'apprentissage. Il y a également, bien évidemment, sa carrière à la télévision. Et tout ça, vous le verrez tout au long d'un parcours qui est émaillé, en tout cas, d'engagement et de conviction forte. Vous le verrez lors de cet entretien. N'oubliez pas, je vous le rappelle, mais c'est important pour faire vivre notre chaîne, de partager cet entretien, de l'aimer, de commenter. Évidemment, on est toujours friand des avis que vous pouvez avoir et de réactions que vous pouvez avoir suite aux propos de nos invités. Également, nous faire des propositions d'autres invités. C'est à chaque fois un bonheur, voilà, d'avoir ces discussions en profondeur, un peu décorrélées du temps de l'actualité. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à repartager autour de vous, à faire connaître notre initiative. Voilà, c'est important pour nous si on veut que ce média prospère. Je vous dis encore merci pour votre soutien et bon entretien. C'est assez rare d'avoir des personnalités du monde de la télévision à l'origine qui s'assument en tant que personnalité enracinée et tu le fais maintenant depuis plusieurs années avec différents projets d'envergure dont on reparlera, mais je pense notamment à Néo, récemment Lou, c'est meilleur quand c'est bon pour la gastronomie, la cuisine. Mais il y a également eu des travaux, il y a actuellement d'ailleurs des travaux. Donc tu vas nous raconter ce sur quoi tu travailles actuellement, notamment en ce qui concerne Samuel Paty. Et je voulais avoir, avant de rentrer dans le détail de tes activités, avoir ton sentiment en tant que comme d'image de télévision, parce qu'on sait que tu as travaillé avec Thierry Ardisson dans Le Dîner. Je crois qu'il va y avoir un remake d'ailleurs, donc tu vas pouvoir nous en parler. Salut les Terriens également. Donc voilà, comment cette passion de l'image ou du journalisme, donc j'ai hâte d'avoir ta définition un peu de toi, comment tu te vois dans cet environnement audiovisuel, t'es venu. Alors, ça remonte, hein, ça c'est maintenant, on peut Ça se parler voit pas. de décennies. La vocation du journalisme est venue par l'écriture, Oui. c'est-à-dire que j'ai tôt lu. Mm. Je suis parti d'une famille d'enseignants, de professeurs. Ma mère était professeure à l'université, mon père était professeur des professeurs, c'est-à-dire formait Mm. des instituteurs. J'ai grandi dans une famille de professeurs de père en fils depuis au moins 4 générations. Ça, je l'ai su par la suite en faisant un peu de généalogie. Mais c'est important, je crois, à un moment de savoir d'où on vient. Et ça explique beaucoup de choses sur l'appétence que l'on peut avoir sur la connaissance, sur le partage. En tout cas, moi, je suis la première génération avec mon frère à être sorti du carcan de l'enseignement. Et autrement, on est une famille qui, à la fin du 19e siècle, était déjà dans l'enseignement. Je Certaines formes de crois. pédagogie, alors Oui, une appétence pour la pédagogie. J'ai une appétence pour la pédagogie, j'ai une appétence pour partager la connaissance. Et il y a certaines mauvaises langues qui disent que j'ai un petit côté prof. Parfois, voilà, j'explique les choses, parfois en bêtifiant un peu mon interlocuteur, ce qui n'est pas toujours très sympathique d'ailleurs, et je m'en excuse, ou je présente des excuses plutôt, on m'aurait corrigé là, par exemple. Et c'est vrai que j'ai découvert donc le journalisme par l'écriture. J'aimais écrire, j'ai commencé à écrire
avant d'écrire sur des choses d'actualité. D'accord. Ça, c'est comme ça qu'est venu progressivement mon goût du journalisme. Et puis, ce goût du journalisme m'a amené à franchir des étapes. J'ai commencé comme pigiste, puis reporter, puis rédacteur en chef dans la presse écrite. Et ensuite, je suis naturellement allé vers les métiers de l'image. Et en allant vers les métiers de l'image, j'ai découvert qu'il y avait un cap au-dessus encore du métier de rédacteur en chef qui était celui de producteur, puisque Mhm. celui qui arbitre les dépenses fait aussi en sorte de valoriser certaines dépenses plutôt que d'autres. Et quand on dépense beaucoup d'argent pour le décor, par exemple, eh bien, on ne le dépense pas pour la production de reportages. Et j'ai trouvé assez injuste de subir parfois les arbitrages des producteurs, quand j'étais rédacteur en chef à Mhm. TF1 notamment, et je D'accord. me suis dit que ce serait mon rôle d'après, ce serait celui de producteur. Et Intéressant. quand on est producteur, ben après, on devient producteur à son compte. Oui. C'est assez logique. Puis après, on diversifie sa boîte. Et puis, quand on commence à diversifier sa boîte, on retrouve le plaisir aussi de traiter les sujets que l'on avait à l'origine. J'ai commencé dans un grand média national. Après avoir été longtemps pigiste, j'ai été pendant 3 ans reporter à la rubrique Société de France Soir, le France Soir de Michel Chiffre, de Bernard Moreau, et j'étais en face d'un garçon qui s'appelait Dominique Rizet. Et aujourd'hui, je suis content de faire des documentaires qui traitent de faits de société, mais aussi de lancer une revue de faits de société et de faits divers, parce que j'ai l'impression de reboucler aussi par rapport à ce que j'ai Extraordinaire. fait. Voilà. Bien Donc sûr. tout ça, je crois que dans la vie, on est à la fois fidèle à ce que les gènes nous ont transmises, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans les gènes, y compris une partie d'acquis. Et puis, il y a toute la vie qui nous permet d'acquérir un certain nombre de choses et dans lesquelles on aime à revenir aussi. Donc, en fait, je crois que l'enracinement, c'est à la fois savoir d'où on vient, mais c'est aussi savoir comment on progresse dans la vie et être capable de se dire que ce que l'on a été, on pourrait encore le redevenir, et etc. Voilà. Excellent. Et donc justement, tu parlais de, voilà, de thématiques de société. Je crois que notamment tu as travaillé, enfin vous venez de Mhm. sortir là un documentaire sur Samuel Paty. Tu peux nous Oui. raconter un petit peu les origines de ce projet? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans, dans ce projet? Quel est le message? Et quelles Bah, sont après les suites d'ailleurs qui vont être oui. données? Alors, j'ai été particulièrement frappé Mhm. ce jour d'octobre 2020. C'était le 16 octobre 2020. On était un vendredi après-midi. C'était juste avant les vacances de la Toussaint. Et il se trouve que j'ai fait partie de ces gens qui ont vu la photo de la tête de Samuel Paty qui était dans le caniveau, voilà, ensanglanté, méconnaissable. Je ne connaissais évidemment pas le nom de ce professeur. Je n'avais aucun rapport avec sa famille. Il était de Conflans-Sainte-Honorine. J'étais dans mon bureau à Levallois-Perret. Et pourtant, ça a eu une résonance très forte pour moi parce que euh, je suis d'une famille d'enseignants, comme je le disais. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même que mes grands-parents qui me racontaient leur combat difficile pour enseigner aux petits Vendéens la République qui avait été très mal accueillie, on se souvient du génocide vendéen, Mhm. etc. Eh bien, je me souviens de mes grands-parents et mes grands-parents me disaient à quel point ils étaient fiers d'avoir partagé la connaissance, ils avaient été fiers aussi de voir à quel point on les remerciait à leur tour. C'est-à-dire que à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on leur apportait beaucoup de cadeaux. Il y en avait certains qui étaient devenus marins-pêcheurs, d'autres agriculteurs. Ils n'étaient pas tous devenus des sommités, mais tous ces gens-là faisaient des cadeaux à mes grands-parents qui étaient des petits cadeaux du quotidien. Et Une j'ai sorte de compris que ces reconnaissance. métiers de l'enseignement, ces métiers du partage permettaient une forme de reconnaissance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un siècle, en à peine un siècle, eh bien, on se retrouve à non seulement plus respecter les enseignants, mais être capable de leur couper la tête. Qu'est-ce qui fait que la société a à ce point basculé pour devenir cette espèce de barbarie auquel on venait d'assister? Et ça m'a donné envie d'enquêter, mais d'enquêter de façon très clinique, c'est-à-dire je ne voulais pas faire un livre d'analyse et de commentaires. Je voulais faire un livre qui raconte les derniers jours de Samuel Paty. Ce livre s'appelle Les derniers jours de Samuel Paty. Et c'est vraiment les 11 derniers jours de la vie de ce professeur, entre le moment où il fait ce cours, où il y a une jeune fille qui va mentir à ses parents vont sortir de leur gonds, ils vont venir faire la misère
à la principale et à menacer tout le collège du Bois d'Aulne, menacer de manifestations, être traité d'islamophobe, etc. Et jusqu'au jour où Samuel Paty va dans la plus grande solitude être tué devant le collège, tué seul, abandonné de ses collègues, de sa hiérarchie, pas protégé par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme se retrouve comme ça, non seulement tué, mais aussi décapité, avec la tête qui est photographié et envoyé sur les réseaux sociaux, Ouais. sur l'immense... et on se souvient du commentaire de son assassin, Abdullah Kanzorov, qui disait « J'ai tué ce chien de Samuel Paty ». Voilà, donc C'est ça, il y avait je me suis dit qu'il y avait une matière à ne pas, faut pas pour laisser une passer fois, ça. ne pas laisser passer, travailler sur le fond. J'aime beaucoup l'idée de travailler à froid sur les choses. Il me semble qu'il y a le temps de l'immédiateté qui est celui des médias, surtout des chaînes d'infos, des réseaux sociaux, etc. Mais que ça ne nous permet pas de prendre le recul suffisant pour bien comprendre les choses. Oui. Bien comprendre les choses, c'est être capable de les poser après l'enquête criminelle déjà, et avoir le temps de revenir voir ses collègues, revenir voir sa famille, essayer de comprendre tout ça et poser une vraie chronologie sur les choses. Donc j'ai fait ce livre qui a été publié il y a à peu près c'était le 13 avril 2023 chez Plomb. Et puis, ça m'a donné la rencontre notamment avec sa sœur Michaëlle Paty, qui est la sœur la plus militante de la mémoire de Samuel Paty, qui essaye de faire quelque chose de la mort de son frère. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de faire quelque chose de quelque chose de ce qui est de plus noir, finalement. Oui. Ce crime est une barbarie absolue, c'était un crime très noir. Et comment est-ce qu'on peut apporter de la lumière à partir de la noirceur? C'est tout le combat de Michaëlle Paty. Ça m'a intéressé de faire des choses avec elle. On a fait un documentaire notamment ensemble pour C8, qui a été diffusé sur C8 en prime time, en prenant le risque du documentaire en prime time. Excellent. Une très belle audience. Et puis, évidemment, aujourd'hui, en tant que producteur aussi, je participe à l'adaptation de mon propre livre en fiction. Et j'espère que 2025 verra la diffusion du film que l'on prépare. J'espère aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet dans l'effervescence permanente de l'actualité et dans le flux des réseaux sociaux, une information en balayant une autre, même si le crime, même si le degré de barbarie, comme tu l'as très bien dit, était à son paroxysme, et ben mine de rien, aujourd'hui, voilà, on n'a pas vu les images. Il y a à la fois je dirais l'aspect terrorisant de la jurisprudence qui a glacé le sang de tous les professeurs de France, et tout le monde redoute et on voit qu'ils pratiquent beaucoup aujourd'hui d'autocensure. Évidemment, c'était ça en fait le plus grand, l'onde de choc en fait, c'est comme une explosion atomique, c'est-à-dire qu'il y a un champignon, puis après il y a l'onde de choc derrière qui continue et les ravages continuent de s'exercer, les dégâts continuent d'avoir lieu, et donc c'est pour ça que c'est bravo de faire ce travail courageux, d'abord d'écriture, puis de documentaire et maintenant de fiction. Donc ça, il faut le rappeler, ne jamais oublier ces morts-là parce que il en va de la survie de notre civilisation en réalité. Et pourquoi? Alors déjà, où est-ce qu'on peut retrouver le docu? Ça, c'est pour le côté pratique de ceux qui nous écoutent. Et deuxièmement, pourquoi être passé du livre au docu et du docu au film? Parce que à chaque étape, il y a un nouveau public. Et comme je place ce combat au-dessus des autres et que je souhaite qu'il fasse réfléchir le plus grand nombre de personnes, il me semble utile qu'à côté, on va dire, des articles de journalistes qui ont été écrits dans l'immédiat réaction, eh bien, il y ait eu le temps du livre, qui évidemment est un temps éditorial plus long, mais aussi réservé à moins de personnes. Il y a peu de gens qui lisent des livres en France, il y en a trop peu, on le sait. J'ai eu de la chance en plus pourtant que ce livre fonctionne pas mal, comme on le dit. Et en faisant ce livre, qui s'est vendu à un peu plus de 10 000 exemplaires, c'était déjà très bien. C'est pas partie des livres qui se vendent bien, mais il me semblait que ça suffisait pas et que le documentaire m'amènerait vers un autre public, un public plus large. Le documentaire nous a permis de réunir près de 600 000 personnes, c'est déjà pas pareil. Voilà, ouais. Donc il était utile de le faire aussi pour ça. Puis en plus, il avait un complément. Il y avait un complément. D'une part, il y avait l'image qui permet de réfléchir autrement
que l'écrit, mais il y avait aussi tout le combat de Michael Paty, montrer que l'on peut faire quelque chose, encore une fois, de la noirceur, on peut faire quelque chose qui apporte de la lumière aux autres. Et enfin, le temps du cinéma, c'est un temps qui est encore différent, c'est un temps encore plus long, mais là aussi, ça s'adressera à plus de monde encore. Et c'est un temps très long parce que non seulement la fabrication est longue, mais aussi la diffusion pourra rester. Je ne suis pas certain, malheureusement, que dans 15 ans, on pourra relire facilement le livre, ou alors en support dématérialisé et vraiment sous le manteau. Le documentaire, il sera sur les grandes plateformes. Le documentaire, oui, je veux dire, le documentaire, bien sûr, sera sur les grandes plateformes, mais peut-être qu'il sera sorti des esprits. Le film, forcément, puisque c'est une œuvre cinématographique, va permettre d'atteindre un niveau on va dire, qui n'est pas de l'éternité, évidemment, mais qui est plus long. On regarde des films qui ont 30 ans sans difficulté. Oui. Des livres qui ont 30 ans, il faut que ce soit des chefs-d'œuvre. C'est déjà Tout à plus fait. rare, pardon. Non, c'est hyper intéressant justement cette philosophie autour aussi du cinéma et de la continuité dans le temps, en fait, de la capacité à créer des œuvres qui perdurent parce que j'imagine que ce sera un récit, donc il y aura, même si c'est basé sur des faits réels, une sorte de jeu d'acteur, enfin c'est une sorte de fiction en Oui, réalité. non, mais de toute façon, on est obligé, même si le souci du réalisateur comme des producteurs, puisque nous sommes deux producteurs deux boîtes de production à nous Mhm. être emparés du sujet, c'est évidemment de s'inspirer le plus possible de cette affaire, de la rendre la plus lisible possible. Mhm. Mais le travail d'un réalisateur, ça va être de prendre la matière, de la simplifier pour qu'elle rentre Mhm. dans un jeu d'acteurs qui soit lisible pour tout le monde. Faut se souvenir qu'il y a plus de 60 profs et il y a 700 élèves au Collège du Bois d'Aulne. On ne va pas faire revivre tout ce qui s'est Bah, bien dit sûr. au Collège du Bois d'Aulne pendant 11 jours. Évidemment, c'est Mhm. pas ça une œuvre de cinématographie. Une œuvre cinématographique, c'est être capable de prendre la substantifique moelle, de la rendre, de l'éclairer et de faire en sorte qu'il y ait un point de vue narratif Mhm. qui ne peut pas être juste la chronologie. Quand on écrit un livre et qu'on dit nous sommes le lundi 5 octobre, hein, on embrasse toute la journée en même temps. Bien sûr. C'est pas ce que fait un réalisateur de cinéma. Un Mhm. réalisateur de cinéma, il prend un point de vue et il s'y tient. Bien Et sûr. il le déroule. Ok. Dans le livre, il y avait donc une certaine manière de raconter les choses qui n'était pas la même chose que le documentaire. Le documentaire réunissait plusieurs points de vue et se moquait un peu plus de la chronologie. Et forcément, l'œuvre de fiction va encore dépasser cela et être une interprétation, mais qui sera, je crois, ce qui aura de plus fidèle finalement dans... C'est ça qui est paradoxal, c'est que le cinéma peut dépasser et être encore plus éclairant que des genres qui sont un peu plus proches du journalisme. Une fiction, surtout dans ces matières où il est difficile d'avoir des témoignages, où on est sur des affaires de terrorisme, c'est compliqué, et il y a peu de gens qui aiment s'exprimer sur ces sujets-là. Ils ont peur pour eux-mêmes, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur J'allais pour y plein de venir, ouais. choses. Tout à Eh fait. bien, le cinéma peut nous aider Mhm. à raconter, le cinéma, la fiction en Oui, général, oui, peut oui. nous aider à raconter mieux les choses. Très bien, parfait. Mais justement, j'avais demandé par rapport à ce courage que nécessite ce genre de thématique. Est-ce que vous avez été confronté au moment de la sortie du livre, du documentaire ou là, sur la préparation du film, à une certaine forme d'adversité, à, je sais pas, moi, des associations qui sont montées au créneau, enfin voilà, toutes sortes d'attaques, je dirais, politico-médiatiques qu'on peut imaginer lorsqu'on traite ce genre de thématique. Non. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure dans nos têtes. Ah, Je c'est pense qu'une intéressant. manière de parler aussi, c'est de prendre la liberté de parler Mm, et sans imposer quoi que ce soit, partager des informations, partager un récit. On n'est pas nécessairement derrière menacé. C'est quand même plus compliqué que ça, heureusement. J'ai eu on va dire quelques commentaires désagréables sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas eu l'impression de devenir une cible pour autant. Je pense que il y a des sujets plus sensibles encore que ceux que l'on a traversé là avec l'affaire Samuel Paty. Je pense qu'il y a
la possibilité donc de partager ce point de vue. En plus, j'essaye d'être dans la factualité. J'essaye pas d'imposer une vue et une exploitation politique de quelque manière que ce soit. Donc finalement, j'ose espérer encore qu'en France, on arrive à parler librement de certains sujets. C'est vrai qu'on a l'impression que l'étau se resserre un peu et qu'il y a des sujets qui deviennent de plus en plus tabous, mais c'est souvent parce que les gens se mettent eux-mêmes dans une situation de peur, dans une situation d'autocensure, qui fait que, eh bien, ils vont pas parler de la Shoah à l'école, je prends par exemple pour des professeurs, parce qu'ils vont avoir peur de susciter des réactions. Mais quand on est dans cette espèce de gestion du pas de vaguisme, on se met soi-même dans une situation de censure. Et je crois que une manière aussi de respecter la mémoire de Samuel Paty, c'est de se dire que ne nous interdisons rien. Ouais. Et assumons derrière d'être solidaires avec ceux qui prennent des risques, avec ceux qui posent sur la table des sujets qui sont des sujets sensibles. Il faut bien les expliquer, mais il ne faut pas se déballonner derrière. Et il faut faire en sorte que on ne se fasse pas des reproches comme il y a eu dans l'affaire de Samuel Paty. Il a eu des collègues qui lui ont dit « tu as foutu la merde, tu as merdé, tu nous as mis en danger, tu mets en danger une présomption le de collège. » culpabilité immédiate, quoi. Et alors que ces collègues-là auraient simplement dû se dire comment on fait pour dire que tout ça a été le récit d'une menteuse, d'une petite menteuse. C'est elle qu'il faut blâmer, c'est sa famille qu'il faut blâmer, mais c'est sûrement pas ce collègue qui n'a fait que son travail avec le matériel pédagogique en plus qui était sur le réseau Canopé, donc disponible à tous les professeurs de France et de Navarre. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a pêché, dernière question sur ce thème de Samuel Paty et de tout ce travail que vous faites de fond sur le livre, le documentaire et bientôt le film. Qu'est-ce qui a pêché dans cette affaire-là? Est-ce que vous parliez de courage, d'autocensure? Parce que lui, pour le coup, il a été libre de ses propos et il en a payé le prix fort. Voilà. Qu'est-ce qui aurait pu éviter ça? Alors, éviter quoi? Éviter son assassinat? Ouais. C'est ça le sens de la question? Oui, déjà, on peut peut-être s'interroger là-dessus. Oui. Commençons là-dessus. Ce qui aurait pu simplement empêcher son proche, assassinat, c'est un peu de solidarité avec des professeurs, des collègues entre eux. C'est une principale qui informe aussi et n'ait pas peur des familles. Voilà, il se trouve que cette professeure, cette principale, elle s'est mise dans un registre de stress vis-à-vis des agressions extérieures, alors qu'elle aurait dû dire mais non, Monsieur Paty n'avait rien à se reprocher. Culpabilité d'islamophobie, d'agression à l'égard de communautés. Alors c'est pas le cas, quoi. Et exactement, il n'y avait aucune forme d'islamophobie dans le cours de Samuel Paty. Au contraire, c'est un professeur qui était assez discret, qui n'était pas un militant de la laïcité effréné, etc. C'est quelqu'un qui faisait son travail et qui faisait son travail de façon didactique. Donc, il posait les sujets. Est-ce qu'on est pour ou contre Charlie? Voilà les arguments pour être contre Charlie. Voilà les arguments pour être pour Charlie. Voilà ce que c'est les caricatures. Si vous voulez pas regarder les caricatures, vous pouvez sortir sans jamais parler de musulmans, de pas musulmans. Voilà, c'était pas son combat, pas du tout. Bien sûr. Et simplement, il a manqué à la principale d'avoir l'énergie d'expliquer qu'il y avait une menteuse et qu'il fallait la dénoncer. Il a manqué à ses collègues de solidarité et surtout, le plus grave, il a manqué de procédures efficaces à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale pour déclencher des procédures de secours pour Samuel Paty et il a manqué une protection fonctionnelle aussi du côté du ministère de l'Intérieur. Samuel Paty aurait pu être protégé par un garde du corps, mais ça, c'est déjà une procédure très lourde. Si simplement on avait dit, écoutez, on sait que vous subissez des menaces par les islamistes locaux, voire d'autres, eh bien, prenez quelques jours de congé, mettez-vous au vert, allez voir vos parents, et ça aurait suffi à sauver Samuel Paty. On sait que le tueur, c'est quelqu'un qui a une certaine urgence pour rentrer au djihad, mais qui passe d'un combat à l'autre. On le sait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, 15 jours avant, voulait faire la peau de quelqu'un sur les réseaux sociaux, et 15 jours plus tard, il s'en serait pris à quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant dans cette affaire, sans trop en dévoiler non plus, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas tant la finalité absolue, qui est évidemment horrible et une barbarie sans nom, qui est celle de cet assassin qui le décapite, mais c'est plutôt tout le terreau fertile de cette propagande islamiste, en fait, qui a été montée en tête d'épingle pour qu'à un moment donné,
quelqu'un s'en saisisse et passe à l'acte. Ouais. C'est ça, en fait, qui est inouï dans cette Alors, il affaire. se trouve que C'est tous les messages d'insultes et le transfert et la montée en mayonnaise, en fait, de cette haine, en réalité, il faut se le dire. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui apparaissent, notamment quand j'ai fait partie de ceux qui sont allés pendant ces longues semaines au procès des complices de l'assassin de Samuel Paty. Il se trouve qu'il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux aujourd'hui. D'abord, c'est le discours victimaire que les islamistes utilisent. Ils sont toujours victimes d'islamophobie. Je ne dis pas que l'islamophobie n'existe pas. Je constate simplement que l'islamophobie n'est pas plus importante en France que la christianophobie, même moins importante. Oui, elle est même beaucoup moins importante. Et aujourd'hui, les crimes antisémites sont plus nombreux que les crimes islamophobes. Donc il y a véritablement un sujet. On a l'impression en écoutant les journaux qu'il y a de l'islamophobie à tous les coins de rue. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, encore une fois, mais il doit être à sa juste place. Ensuite, il y a l'envie donc systématique. Ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le père de famille de la petite menteuse qui a commencé à agiter les réseaux sociaux en jetant le nom de Samuel Paty en pâture, en donnant le nom du collège où il enseignait, etc. Et également celui qui l'accompagnait, qui s'appelle Abdelhakim Sefrioui, qui s'est présenté comme un chef des imams de France, enfin un agitateur islamiste fiché S extrêmement connu des services de police. Ces deux personnes-là ne vont pas cesser pendant le procès d'expliquer qu'ils sont toujours, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres. En gros, le père de famille, il s'est fait abuser par sa fille qui a menti. À aucun moment, il ne dit qu'il a remarqué que sa fille était une menteuse depuis tant et tant d'années. Bien sûr qu'il aurait pu remettre en doute sa parole. Ben, évidemment. Il est aussi abusé par sa femme, qui, elle, ne lui a pas dit qu'elle avait été exclue pour d'autres raisons que... Mais enfin, il aurait pu regarder, c'est accessible à tout le monde, les notes de l'ENT. Vous savez, l'ENT, c'est ce qui permet aux parents d'élèves d'être informés. Il n'a jamais ouvert l'ENT, mais il sait déjà que M. Paty est un islamophobe et il connaît tout, alors qu'il n'a aucune forme de curiosité. Mais c'est la faute de sa femme. Et puis, c'est de la faute de la principale aussi, qui a oublié de lui dire que sa fille mentait. Vous voyez, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et c'est très, très caractéristique de l'utilisation par l'islam radical, qui n'a rien à voir avec l'islam pratiqué de façon, je dirais, de sphère privée, de façon de tous les jours, on va dire, par l'écrasante majorité des gens qui sont de confession musulmane. Cet islam politique-là, cet islam radical, eh bien, a compris nos faiblesses et les utilise. Ah, merci, c'est exactement là où je voulais en venir, justement, c'est les enseignements qu'on peut tirer de cette situation, parce que malheureusement, les événements et les faits de haute barbarie, comme l'avait dit Manuel Valls, il faudra vous y habituer. Je trouve que c'est un aveu d'échec terrible de la part des pouvoirs publics, alors que Dieu sait qu'on peut encore agir et qu'il y a du pain sur la planche, mais qu'on va pouvoir redresser la barre. Mais donc, du coup, quel enseignement faut en tirer? Parce que j'ai l'impression qu'à t'entendre, il y a une idée selon laquelle, finalement, ils se servent des arguments des ennemis de l'art de vivre à la française, en fait, de vivre en France comme on a l'habitude de le faire depuis des siècles et des siècles, en se servant des arguments de certaines associations pro-immigrants ou en tout cas d'associations antiracistes qui veut dire vous êtes la victime, c'est jamais de votre faute, ils sont méchants en face. C'est-à-dire qu'en fait, on part du postulat de présomption de culpabilité, de racisme et d'islamophobie de la part d'un professeur de la République, pour le coup, qui n'a fait que son travail en réalité. Donc il y a un vrai malaise en fait. Il y a un vrai malaise. Il y a une société qui est la nôtre malheureusement, qui aujourd'hui a perdu ses repères, a perdu nombre de ses repères, qui ne sait plus trop bien ce qu'elle est, ce qu'elle représente et quelle valeur elle veut véhiculer. Donc elle est en permanence à s'auto-flageller, et en s'auto-flagellant et en ne disant pas ce à quoi elle souscrit, ce qui la guide, quelles sont ses boussoles, elle laisse la possibilité à ceux qui nous désignent comme leurs ennemis, parce qu'il faut se souvenir que ce sont eux qui nous désignent comme des ennemis. Nous passons à notre temps à croire que nous n'avons pas d'ennemis. Or, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'individu sans ennemis. C'est une vue de l'esprit. C'est une espèce de modèle un peu fumeux
que de penser qu'on n'aura jamais d'ennemis et qu'on vit dans une espèce de monde de oui, ça n'existe pas. Mais en les laissant nous désigner comme leur ennemi et en ne leur proposant rien d'autre, eh bien, on s'est mis dans une situation d'extrême fragilité. Bah, ça me permet aussi d'aller sur des sujets peut-être un petit peu souples, parce que maintenant qu'on a constaté, qu'on décrit, et que là vous avez ce fabuleux projet, au cinéma, justement sur cette affaire Samuel Paty, en tout cas inspiré de ces faits réels, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, toi, au cours de ta carrière, pour justement valoriser ce qui fait de nous des Français, défendre notre enracinement, notre identité, parce que je pense que là aussi est la carence, c'est-à-dire que à vouloir s'effacer et à ne surtout pas faire de vagues, bah finalement, alors que ce qu'on a à proposer au monde est intéressant, parce qu'il y a plus de 100 millions de touristes qui viennent en France chaque année, donc c'est que la France plein international. Je sais que tu as fait partie de la... Tu es cofondateur du média Néo, donc un média qui justement valorise les traditions, le terroir, le patrimoine français. J'ai l'impression que dans tes engagements, en fait, je dirais même professionnels, tu arrives toujours à raccrocher entre eux les thématiques. Et donc, est-ce que pour toi, tu fais un lien entre justement la valorisation de l'identité et puis voilà, la défense de la liberté et notre mode de vie, en fait? Je pense que d'abord, la défense de la liberté, elle est consubstantielle avec le modèle français. Il faut savoir qu'on s'est battu beaucoup à travers les siècles derniers pour arriver à une forme de liberté d'expression, de liberté de conscience, etc. Donc ce modèle français, il n'est pas si moche que ça. C'est pas un modèle de dictature aborigène qui n'aurait rien à proposer au monde et qui ne serait finalement porteuse d'aucune forme de valeur auquel on peut souscrire universellement. Donc je pense que la France a un destin singulier, une appartenance civilisationnelle très singulière. C'est à la fois la rencontre de la culture judéo-chrétienne avec le droit romain, avec la culture grecque. Ça fabrique quelque chose d'assez unique finalement, et il s'est développé là-dessus en termes de modèle, on va dire, au quotidien, un genre assez singulier aussi. On boit du vin. On fait bonne chère, on est entre hommes et femmes à la terrasse de café sans aucune espèce de différenciation. Les femmes sont libres de porter les vêtements qu'elles veulent. On a donc fabriqué quelque chose d'assez unique et dont il ne faut pas rougir, certainement pas. Je ne suis pas pour essayer de dire qu'on est mieux que les autres non plus. Je suis simplement convaincu qu'il faut faire voir ce que l'on est. C'est tout. Déjà, c'est pas mal. Faisons. Et puis après, chacun souscrit ou ne souscrit pas. Mais déjà, faisons voir. Quand on a lancé Néo, le projet était de montrer un peu ce qu'était la France. Ça faisait longtemps qu'on avait remarqué avec mes associés en gros, les gamins, ceux qui avaient 16, 17 ans, ils regardaient des influenceurs qui filmaient des vidéos à Dubaï et ils se nourrissaient de films anglo-saxons, plutôt de culture américaine, de séries et de personnages, voire de mangas. Oui. Et donc, où était la part de francité là-dedans? Elle était congrue, vraiment congrue. Le plus beau compliment que m'ait fait dans mon entourage sur Néo, qui m'ait été fait, c'est celui de ma fille Jade, qui m'a dit: papa, et je me suis rendu compte de ma part de responsabilité aussi. Elle m'a dit: on a beaucoup voyagé enfant, on a fait beaucoup de pays, c'est vrai, je l'ai amené un peu partout dans le monde, mais finalement je m'aperçois que la France, c'est aussi très, très beau. Il y a des très belles régions, il y a des gens formidables, il y a des inventeurs un peu partout. Il y a quelque chose finalement de follement exotique en France. Bah oui, c'est vrai. Et simplement, on avait oublié de le dire. Voilà, on oubliait de dire et de montrer cela. Donc c'est ça l'engagement de Néo. D'abord, c'est un média qui ne fait pas de politique. C'est un média qui montre la France, qui montre les Français, qui montre tous les Français, pas seulement ceux qui vivent à Paris ou dans les grandes agglomérations, mais ceux aussi des villages, ceux aussi des villes moyennes, ceux aussi qui sont engagés dans certains combats associatifs, mais aussi qui sont simplement fiers de faire leur métier d'ébéniste, de ce que l'on veut. C'est montrer toute cette richesse civilisationnelle qu'il y a et qui permet, en plus, qui est servie par des paysages qui sont souvent à couper le souffle. Pardon, mais en Europe,
la France comme l'Italie sont des pays extrêmement beaux. Il y a aussi une singularité géographique. On parle de la singularité, entre guillemets, du savoir-vivre et de la civilisation française, mais il y a aussi une singularité de paysage. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si cette singularité géographique a accouché de quelque chose qui a été singulier aussi sur le plan civilisationnel. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des merveilleuses alchimies qui ont été permis avec le temps long. Il faut aussi se dire que la France est un pays qui n'est pas aussi vieux que la Chine, l'Arménie historique, que même le royaume d'Israël et de Judée, qui étaient des royaumes très anciens. Mais tout ça, c'est quand même, ça a quand même du temps. C'est plus de 1500 ans maintenant, donc c'est quand même quelque chose. Puis c'est 1500 ans, on va dire, de francité entre guillemets, mais avant il y a Rome qui est là, puis avant il y a encore d'autres, il y a les Celtes, il y a les Grecs qui sont rentrés par Marseille, etc. Donc tout ça fait que il y a un terreau très intéressant à raconter, il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est intéressant parce que effectivement le rappeler c'est important. Mais tu disais, Néo ne fait pas de politique, mais j'ai l'impression qu'en France, ça fait partie de cette schizophrénie et de cette inversion de valeurs qu'on a, malheureusement, en Occident, lorsqu'on parle d'identité et de valorisation de l'identité, parce que c'est bon de savoir qui on est, les atouts sur lesquels on peut composer. Ni de droite ni de gauche. Non, mais totalement. Fédérer derrière un patrimoine commun, c'est le slogan, c'est un des slogans d'Épopée. Donc, Épopée, plateforme de vidéo à la demande, aussi qui fait la valorisation du terroir, du patrimoine et de l'art de vivre à la française. Et justement, à chaque fois qu'on aborde cette thématique, enfin souvent en tout cas, c'est arrivé que lorsqu'on le fait naïvement, parce qu'on a à cœur justement de fédérer derrière ce qui est beau, derrière ce qui est vrai, ce qui fait notre culture, notre terreau social, et bien finalement, on se retrouve toujours attaqué par les mêmes qui disent « Ah, mais vous faites du chauvinisme. Ah, mais pourquoi vous parlez d'identité, etc. » Ces gens-là sont des gens qui sont dans le combat politique, dans un combat politique qui est assez destructeur. Ils veulent niveler en fait les peuples de manière à ce que tous ces peuples n'aient plus d'identité et que l'on soit dans une espèce de gens qui n'ont plus rien à revendiquer, si ce n'est d'être des consommateurs abreuvés de choses pas toujours utiles, pas toujours essentielles, qui consomment. Et ça passe aussi par la destruction du genre aussi. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on déconstruit on remet en cause l'appartenance à un pays, on remet en cause l'appartenance biologique, c'est-à-dire des choses aussi évidentes que on est X, Y ou XX, eh bien, ça devient plus évident. Les frontières génétiques n'existent plus. On dit, vous êtes du sexe auquel vous pensez appartenir. C'est quand même contredit par la science, ça. Donc, on peut avoir des gens qui se sentent plus femmes, tout en étant génétiquement hommes. Moi, je leur laisse bien volontiers la possibilité de vivre pleinement leur envie, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que les sexes n'existent plus. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, et de même, je pense que c'est grave que l'on remette en question en permanence ceux qui ont simplement envie de rappeler qu'on appartient à une histoire singulière, à une géographie singulière. Je pense qu'on ne fait rien de criminalisable derrière tout ça. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, dire ça, qui est du bon sens absolu, et merci de le répéter à notre micro, mais en fait, l'idée, c'est qu'on a l'impression qu'il faut faire preuve d'un courage inouï pour simplement répéter des vérités. Moi, je pense pas qu'il faille faire qu'il se soit très courageux. Je pense que souvent. En tout cas, il y a une autocensure. Ça, c'est vrai. Vous le disiez au début de notre entretien. Il y a peut-être un peu d'autocensure, mais il y a aussi, comment dirais-je, une espèce de conformisme ambiant. Oui. Donc, on se contente de répéter des éléments de langage qu'on a lus ici ou là. Pendant peut-être trop longtemps, il n'y a pas eu aussi d'explication de ce qu'il y avait de singulier chez nous, de ce dont on pouvait être fier, etc. Puis on a laissé faire les minorités agissantes aussi. On sait bien que les sociétés, elles évoluent par leur extrême, et on sait très bien que ça fait longtemps qu'on est dans une forme de destruction progressive. On a eu la destruction de l'Église, on a eu la destruction de la figure du père, on a eu la destruction du chef, on est dans la destruction maintenant du mal, on est dans la destruction du blanc, on est dans la destruction du modèle occidental. Tout ça, on peut aussi avoir de temps en temps
euh, un peu de, comment dirais-je, d'esprit critique et voir la part de propagande qu'il y a derrière tout ça. On peut être aussi ce qu'ont certainement été les Gaulois à une période, quand on leur a dit que la Rome arrivait, il y avait certainement plein de bonnes choses dans la modernité qu'apportait Rome, mais il y avait certainement des bonnes choses aussi, j'en suis sûr, dans la civilisation celte, il y avait aussi des choses intéressantes. Donc tout ça fait que je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger par les allures de modernité des discours nouveaux. Il y a aussi chez nous, je voudrais rappeler que Harari, par exemple, quand il parle d'Homo Deus, Oui, un voilà, livre très il intéressant. explique qu'il Mm. y a des mouvements de fond des sociétés, mais que l'homme, à chaque fois que l'homme a avancé et a subi un progrès fort, il a renoncé à une part de liberté, il a renoncé à une part très importante de ce qu'il avait quand il était chasseur-cueilleur. Donc voilà, il faut savoir aussi être en permanence en équilibre entre ce que l'on veut lâcher et ce que l'on veut garder. Voilà, je pense que c'est ça le combat individuel qu'on doit garder. Grand sujet philosophique, savoir est-ce que le progrès amène de facto une perte de liberté. Ça, je laisse ça à nos auditeurs, on n'aura pas le temps d'en Ouais. discuter, mais ça peut être mis en doute. En tout cas, ça demande quand même, mine de rien, dans la société dans laquelle on évolue, un peu de courage, ou en tout cas un peu de force de conviction ou de caractère. On va plutôt parler de caractère. Je sais que dans l'aventure Néo, vous avez rencontré une figure de la télévision emblématique, Bernard de la Villardière, qui lui aussi n'a pas sa langue dans sa poche. Mmh. Est-ce que vous nous racontez un petit peu voilà, la personne derrière le micro, comment ça s'est fait, Bon, quel est son apport au projet, enfin comment bah, ça s'est passé? il était des fondateurs. Je dis il était parce qu'après, il en est parti. Évolution capitalistique, comme Ouais, il y a dans les évolution entreprises. capitalistique. Et puis j'ai des très bons rapports avec lui. Il n'y a pas de sujet. Il se trouve que Bernard a lui aussi, c'est un esprit relativement libre. Bah justement. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé aussi. Hmm. Et donc, je pense qu'il sait la beauté aussi, les beautés françaises, il sait ce que Hmm. ça veut dire. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est dit que dans son milieu, et certainement dans ses productions, il avait fait beaucoup de choses à Bogota, il avait fait beaucoup de choses en Australie, où vous voulez. Et en fait, il a beaucoup voyagé. Mhm. Et puis, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait un moment aussi où il était bien de parler un peu de la France. C'est peut-être ce qui nous a réunis spontanément, c'est de penser qu'il y avait des choses à raconter, à partager. Lui comme moi, on vient de la production télé, lui comme moi, on est des journalistes, et donc on s'est dit, tiens, voilà, on va partager un peu de tout ce que l'on sait aujourd'hui, puis on va essayer de lever le voile sur le plein de territoires qui n'ont pas été éclairés. Formidable. Donc depuis Néo, il y a eu, alors pardon si je le fais pas dans l'ordre, donc il y a eu la petite sœur Lou, justement, on en parlait au début de cet entretien, qui s'adresse à l'idée d'éviter les combats de sexe, hein, si j'ai bien compris. Oui, non, enfin, là aussi, c'est un combat, c'est un média qui n'est pas un média politique, c'est simplement, on a envie de rendre hommage à toutes ces femmes fortes, à ces mères, à ces personnalités qui sont inspirantes, en fait, et qui ne sont pas nécessairement dans des luttes. Dans des luttes Oui, politiques. Non, ce qui nous a intéressé, c'est de raconter aussi la vie, faire euh, témoigner. voilà, la vie de toutes celles qui ont envie, qui ont pris de chouettes initiatives, qui se battent au quotidien pour leurs enfants, pour elles-mêmes, Hmm. voilà, les rapports aussi très intéressants qu'une mère peut entretenir avec sa fille, Oui, mais aussi avec sa mère. Voilà, essayer de, mettre sous la lumière voilà. ces Alors, rapports. c'est pas exactement la petite sœur de Néo, parce qu'on pourrait se dire c'est un média qui est comme on dit Enfin, que. c'est le même groupe, mais Oui, c'est pas oui, mais c'est c'est une le même filiale, groupe, enfin mais c'est c'est à pas. part. Voilà, voilà. C'est-à-dire que C'est une éditoriale à part. si on doit Voilà. inscrire dans la Oui. généalogie les médias, réseaux sociaux que l'on a lancés, on dira que Néo est un peu le brut des territoires, parce que Brut a été Oui. le premier média adapté de Naosis, qui était un Oui. média américain. Donc il y a eu Brut, Néo, qui est un peu le brut des territoires. Hmm. Et Lou n'est pas un néo, Oui. un brut des territoires féminins, Oui, pas oui. du tout. Ok.
on est moins dans la valorisation du patrimoine du côté de Lou, Que mais des on est personnes, plutôt, des femmes. on est plutôt dans comment dirais-je, dans l'idée qu'il faut donner un peu plus d'importance aux femmes et que montrer qu'elles sont inspirantes aussi, bien que les grands héros qu'on a souvent. C'est vrai que l'histoire, quand elle a été beaucoup écrite à travers les figures des hommes. Mm. Il y a beaucoup aussi de femmes qui sont inspirantes et il faut qu'on Pour puisse ceux le qui dire. sont mariés, je vous le conseille. Moi, ça m'est arrivé souvent de poser la question à ma femme sur des sujets et problématiques très compliqués. Et souvent, c'est elle qui avait raison. Je le dis maintenant face caméra. Ça me fait Ouais. mal, mais c'est vrai. Et les femmes, évidemment, sont un pilier majeur de la construction d'une famille, même vital. Mm. Et elles ont un apport à la société beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Mm. Donc non, c'est vraiment d'utilité publique. Au même titre que je vois que vous avez fait d'autres médias, il y a Tellement Soif, donc il y a un média vidéo dédié aux vins et spiritueux. Oui. Il y a C'est meilleur quand c'est bon aussi, donc là on est plutôt dans la revue. Alors là, on est dans Euh, la revue. C'est meilleur quand c'est bon. C'est d'abord une initiative de vidéos qui ont c'est ont ça, été c'est ça. faites C'était par d'abord sur les Emmanuel réseaux Jarry sociaux. Ouais. et Mathieu, son mari. Et il se trouve que tous les deux ont un vrai succès sur Ah, je sais pas qu'ils étaient sur les ensemble. Oui. Mais oui, en fait, cette complicité Oui, il y a une semble vraie évidente. complicité. Il y a une vraie complicité. Et il se trouve que, ça m'a paru intéressant de dire, tiens, vous êtes très présent Mm. sur les réseaux sociaux, mais curieusement, il y a quelque chose qui dure, c'est l'écrit, c'est la revue, Ouais. ça se collectionne, C'est un objet voilà. physique Et ce sont élégant. des gens qui valorisent beaucoup l'adresse de quartier, Oui. qui valorisent beaucoup la cuisine des familles, Mm. la cuisine des terroirs, Ouais. plutôt que les tours de main des chefs très, très capés avec, des étoiles C'est Michelin. vrai que je parle de Ça- cuisine et pas de gastronomie d'ailleurs. Je trouve que Oui. c'est ça qui est agréable avec eux, Oui, c'est que c'est la mais- cuisine généreuse qu'on aime, qui réconforte, qui est Voilà, ça ne veut agréable. pas dire qu'ils ne sont pas capables de saluer aussi des grands Évidemment, chefs. Et évidemment. ils le savent et ils le font, mais ils aiment bien aussi aller montrer finalement ces recettes qui vont se perdre si on n'en parle jamais, Ouais. et qui ont fait là une des composantes de la civilisation dont on parlait. Pardon, mais c'est aussi ça. C'est aussi ce qu'on mange, ce qu'on met dans l'assiette. sûr. On sait bien que les Allemands ne mangent pas la cuisine allemande. Je ne parle pas encore une Ça dépend fois laquelle, hein, des mais oui. palaces, Ouais. mais je parle dans les villages, dans les Ouais. petites villes, quand on ne va pas au restaurant, comment on mange. Ouais. Alors, il y a ceux qui se nourrissent de surgelés aujourd'hui, Ouais. mais il y a aussi ceux qui ont à cœur de refaire des gestes qui ont été transmis par la mère, la grand-mère, etc. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi, moi, je suis très intéressé par l'expression de la diversité, pas toujours au sens où on l'entend. C'est-à-dire aujourd'hui, la diversité, c'est forcément des différences de couleur de peau. Moi, je suis pas du tout, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais simplement, je dis la diversité, c'est aussi montrer que richesse, il y a la richesse. La richesse, c'est on mange variété. pas la même chose dans le nord de la France que dans le sud de la C'est la France. force de la France. Et ouais, tout à pourquoi? fait. Parce que les produits n'étaient pas les mêmes au départ, donc les recettes n'ont pas été les mêmes. Mm. Et moi, il n'y a rien qui me déprime plus. Je crois que Houellebecq parlait de ça aussi, de ces grandes déceptions quand il a voyagé, ses premières grandes déceptions. C'est que quand il voyageait, quand il était gamin, eh bien, quand il partait en Espagne, il avait l'impression d'être vraiment parti loin. Les boutiques n'étaient pas pareilles, les restaurants servaient des plats qui étaient vraiment différents de ce qu'il mangeait en France. Et aujourd'hui, quand on voyage, malheureusement, c'est assez triste de retrouver toujours les mêmes franchises. Oui. Quand on est dans les mêmes villes, on retrouve souvent les mêmes Mm. franchises. Et puis, c'est un peu triste de se dire, bon, c'est agréable néanmoins, mais manger des sushis, des pizzas partout dans le monde et à peu Faire un près les burger. mêmes qui sont faites par des chaînes ou Ouais. des burgers, Ouais. c'est un peu plus triste que d'avoir comment dirais-je, l'intérêt, la curiosité, la gourmandise pour goûter toutes Bien les sûr. richesses de cuisine, de savoir-faire, de tradition. C'est quand même plus intéressant un modèle riche culturellement qu'un modèle aseptisé, normatif, qui va partout sur la planète vous servir les mêmes choses. Oui, puis une fois de plus, ça fait partie aussi de la singularité de la France, cette capacité à avoir une palette de goûts, Ouais. de plats tellement différents, aussi différents qu'il y a de régions, de langues Ouais. régionales, de Bien sûr. climats, et c'est ça qui est fabuleux. Et donc justement, à travers le travail qui est mis en valeur sur C'est meilleur quand c'est bon, bah, ça fait partie aussi de la valorisation Mmh. du patrimoine français. Donc Oui. c'est fabuleux et merci de le faire.
Je reviens à nos sujets un peu plus d'actualité, parce que malheureusement, on va falloir qu'on s'oriente vers la sortie de cet entretien. Mais j'ai vu que donc, vous aviez sorti aussi plus dans Moi, le je suis décrit. pas pressé, hein, Non, mais je je sais peux que rester encore. vous avez une vie trépidante, donc puisque vous faites a vraiment de la valeur, parce que chez Impact, on aime interviewer des gens qui, justement, ont de l'influence, apportent quelque chose, de la valeur ajoutée. Et ce que vous faites, c'est vraiment d'utilité publique. Donc, merci de venir témoigner C'est ici. gentil, je suis pas venu pour rien. Voilà, exactement. Et puis vous aurez même un petit mug à la fin de l'entretien. Donc, vous faites aussi du décryptage d'actualité. Il y a la revue Front Populaire qui a été sortie. Il y a Factuel également avec Christine Kelly. Oui, alors ça qui a été n'existe sorti. plus. Malheureusement, on n'a pas eu connu le succès que l'on aurait espéré. Vous êtes un entrepreneur, je suis un entrepreneur. C'est important aussi de parler de ces aventures-là pour que ceux qui nous écoutent n'aient pas que le côté toujours beau et magnifique. Non, on n'est pas récompensé. Est-ce qu'on peut parler un peu de Factuel et nous dire on peut parler de Factuel et au-delà de Factuel, des échecs que l'on peut connaître dans une vie professionnelle, parce que moi, des échecs, j'en ai eu. J'ai pas eu que Factuel. Oui. Factuel, c'était un média d'investigation qui voulait être différent de Mediapart, qui est un média très militant. Oui. Au-delà des scoops qui peuvent sortir, ils sont aussi très militants. Ils sont au service d'un projet de société. C'est une opinion, clairement assumée. C'est très clairement assumé. Donc, bon, ça, sa cohérence. Il y avait la place pour un autre média d'investigation, mais c'est très lourd. Et on n'a pas pu tenir aussi longtemps qu'on aurait dû tenir. Mediapart a décollé au bout de 5-6 ans. Nous, on a eu 1 an pour y arriver. Je pensais qu'on en aurait 2. Ben, on n'a pas atteint le nombre d'abonnés nécessaires et utiles. Mais j'ai eu aussi des échecs à la télévision. Quand on lance des nouvelles émissions, il y en a qui marchent, qui sont sanctionnés par le lendemain une feuille d'audience flatteuse. Puis il y en a d'autres qui sont des flops d'audience. Ça fait partie du lot de ceux qui font. Voilà. Mais de toute façon, l'échec est inhérent à l'entreprise. Et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on dise il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès ou des apprentissages. On apprend beaucoup plus de l'échec que l'on apprend du succès. Le succès, c'est récompensant. Alors, évidemment qu'on peut encore continuer à améliorer le succès et le potentialiser et aller encore plus loin. Mais on apprend beaucoup plus des tasses que l'on se prend. Quand on se prend une tasse, faut s'en relever, il faut l'analyser. Ça laisse, entre guillemets, il y a un peu de sang sur les murs parce que c'est des drames aussi de licencier des gens, de mettre fin à du travail d'équipe, etc. C'est déchirant. Ça vous forge davantage, malgré tout, que les échecs. Les échecs, c'est un peu plus confortable à vivre. Et on ne peut pas avoir que des échecs. Il faut que tous ceux qui entreprennent se disent que non seulement Paris ne s'est pas fait en un jour, mais qu'en plus, c'est important. On ne souhaite à personne de connaître l'échec, mais c'est important de connaître l'échec. Il y a une phrase aussi qui m'a été dite par quelqu'un qui a un métier artistique extrêmement important et brillant, où l'excellence est de mise. Et cette personne m'avait dit à l'époque, j'ai compris grâce à un professeur qu'il fallait que je me prépare à l'échec pour arriver au succès. Et oui, il faut se préparer à l'échec pour être sûr de connaître le succès. Eh merci beaucoup. Justement, je parlais de Factuel parce que c'était le dernier en date et que ça. Non, c'est pas le dernier en date. Ah non, faut que je vous parle d'affaires criminelles parce que nous sommes en train de lancer affaires criminelles. Oui. Affaires criminelles. Le dernier échec, si je puis dire. Ah oui, pas ce mot. Le dernier apprentissage. La dernière source d'apprentissage que vous avez eu à vivre. Exactement. Et en revanche, le dernier né des médias, qui est une revue. Une très belle revue, je pense que très prolifique, ça envoie chez vous. D'abord, on n'a qu'une vie, donc il faut essayer de potentialiser cette vie, essayer de la rendre riche. Je pense que c'est une manière de s'inventer en permanence. Et puis surtout, pour en revenir, il y a des pans entiers de choses à faire. On le sait bien. Moi, par exemple, le fait de société, le fait divers. J'ai commencé à France Soir avec Dominique Rizet, qui est aujourd'hui sur BFM, qui fait Affaires suivantes, Faites entrer l'accusé. J'ai eu envie de me remettre dans cette matière-là parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait divers devrait déjà sortir de cette qualification et être appelé le fait de société. Il y a beaucoup de choses qui nous sont enseignées à travers les drames que les uns ou les autres peuvent vivre. Le fait de société
c'est-à-dire c'est à travers une comédie du mal que l'on apprend sur ce que fabrique de mal notre société, qui à côté de ça est capable d'accoucher aussi de beaucoup de belles choses. Donc c'est intéressant de s'y pencher. Ça permet aussi de voir les zones de permanence. Il y a une certaine noirceur dans l'âme humaine, il faut être en capacité de le dire, et il ne faut pas s'imaginer que tout le monde est des monstres, tout le monde sont des monstres, c'est pas ça, mais il y a une noirceur dans l'âme humaine qui conduit parfois à commettre des actions qui sont des crimes, des délits et des choses qui vont être sur lesquelles il va falloir rendre des comptes. Et donc, ça m'intéressait d'avoir, je dirais, une lecture assez nouvelle de ces faits de société, et par ailleurs de se dire que il y a une presse, assez cheap qui accompagne les faits divers. On la connaît, elle est un peu crapuleuse, c'est pas très joli à lire, etc. Eh bien, il y avait la place, je crois, pour une revue qui soit une revue de belle qualité, une revue à garder, à collectionner, dans laquelle on puisse s'immerger comme on veut et pas subir juste les faits divers quand ils sont à la une de l'actualité. Non, le fait de société, c'est intéressant quand c'est lu avec du recul, quand on a cette distance dont on parlait en début de cette émission, ce programme. Eh bien, on sait que le temps plus long permet une meilleure analyse des choses. Et c'est ça que j'avais envie de porter, et que on fait cette revue avec Max Skies, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de production vidéo sur les réseaux sociaux, sur le true crime. Maintenant, parce qu'il y a des anglicismes pour tout. Donc, il y a... On nous a reproché d'utiliser le terme impact. Donc, bon. Non, mais bon, d'un autre côté, on va pas faire croire qu'on n'est pas une société qui est sous influence anglo-saxonne aujourd'hui. Oui, notre sac à nous, à force de se renier, on a le territoire mental aussi des mondes qui ont été plus expansionnistes que nous. Exactement. En tout cas, pour le coup, affaire à suivre, hein, si je me permettais l'expression. Affaire à suivre pour affaire suivante. Affaire suivante, donc la nouvelle revue en fait qui existe déjà, qui a déjà été lancée. Vous allez lancer qui a été lancée le 15 décembre. Et voilà, et ce 15 décembre était la possibilité pour l'avoir chez soi en abonnement, mais aussi de le trouver en kiosque ou en librairie. Voilà, c'est une belle revue trimestrielle auquel j'engage tout le monde à prendre son abonnement. C'est une conclusion parfaite. Voilà le dernier né de Stéphane Simon et de ses équipes. Donc merci beaucoup Stéphane pour cet entretien passionnant. J'espère qu'il aura inspiré ceux qui nous écoutent. Chez Impact, on donne la parole à des personnalités enracinées qui influencent, qui font progresser la société française, dans le bon sens évidemment. Et on a aussi envie de donner des clés de compréhension à la jeunesse française qui nous écoute, qui cherche des voies d'engagement. Justement, vous avez devant vous un journaliste, un homme de télévision, un homme de terrain qui est sur différentes thématiques, mais qui en même temps, si vous l'avez bien compris, a un fil conducteur. C'est l'amour de la France, donc merci encore. Et puis il y a un deuxième amour, c'est que j'aime bien raconter des histoires. Je pense que le point commun entre journaliste, producteur, éditeur, éditeur de chaînes web, etc., c'est d'être à la base du discours, c'est d'être à la base de produire du contenu, du discours, raconter des histoires. Voilà. Et toucher le plus grand nombre, j'imagine. Et évidemment, je citerai Lazarev pour terminer avec une belle citation. Le premier devoir d'un journal, c'est d'être lu. Et je dirais ça pour tout le reste des médias. Le premier devoir d'une télévision, c'est d'être vu. D'une radio, c'est d'être entendu. Je crois que ça, c'est essentiel de ne pas travailler pour soi. Quand on travaille pour soi, on finit par s'enfermer dans ses certitudes et oublier que quand on raconte des histoires, il faut des gens pour les écouter et pas. Sinon, ça s'appelle un monologue et ça n'a aucun intérêt. Ainsi soit-il. Il faut qu'il en soit de même pour Impact. Donc n'oubliez pas d'aimer, de partager, d'en parler autour de vous et de réagir en commentaire. On compte sur vous. À très bientôt.